Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne Révèle-toi, vidéo qui va traiter du sujet de la confiance en soi. Vaste sujet qui généralement parle à pas mal de monde. Donc finalement, que vous soyez un homme ou une femme, si régulièrement vous vous répétez ou vous répétez à votre entourage que vous n'avez pas confiance en vous, que vous avez tendance à vous comparer aux autres, tendance à vous rabaisser, à vous trouver tous les défauts du monde. Si le fait de prendre la parole en public est un exercice particulièrement difficile pour vous, qui génère des sensations dans le corps ou des sensations émotionnelles inconfortables, si le fait d'aller au contact de personnes que vous ne connaissez pas, là aussi est quelque chose qui vous met en difficulté, si vous souffrez de jalousie, que ce soit dans vos amitiés ou au sein de votre couple, et si surtout vous faites partie de ces personnes qui avaient vraiment envie de changer, de vous transformer, de vous révéler, d'aller chercher à l'intérieur de vous vos ressources, vos clés pour accéder à cette confiance en vous, si vous avez envie de vous donner les moyens et de mettre en place des choses concrètes dans votre quotidien, alors cette vidéo est pour vous et je vous invite à écouter ce qui va suivre. Alors, ouais, en effet, la confiance en soi est un sujet qui me touche particulièrement parce que, comme j'ai pu déjà l'exprimer dans une vidéo précédente, il y a encore quelques années en arrière, je vous parle de ça il y a peut-être 4 ans, je n'avais absolument pas confiance en moi. Et ça remonte à très très loin. En fait, j'avais pas forcément identifié le point de démarrage, il est arrivé plus tard, grâce à l'hypnose. En tout cas, aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours eu de la difficulté en fait à prendre la parole en classe, à pouvoir m'exprimer dans un groupe quand il fallait aller au tableau pour réciter une poésie ou faire un exposé, c'était terrible pour moi. J'angoissais la veille, j'avais la boule au ventre, boule dans la gorge, les mains moites, j'avais l'impression d'être rouge comme une tomate, enfin bref, tout ce qu'on peut imaginer et que beaucoup connaissent en termes de manifestations hyper agréables dans le corps et au niveau émotionnel. Puis ça se manifestait aussi d'autres manières. Au sein de mes couples, comme j'ai pu aussi le dire dans une précédente vidéo, j'avais tendance à être vraiment dans une jalousie excessive pour tout et n'importe quoi. Je me comparais en permanence aux autres femmes parce que évidemment c'est bien connu, les autres avaient ce que moi je pensais ne pas avoir. C'est vraiment quelque chose qui a généré beaucoup de souffrance chez moi. À un moment donné, donc j'ai rencontré l'hypnose et lorsque je suis arrivée au premier jour de formation, les formateurs nous ont tout simplement expliqué comment allait se dérouler le temps d'évaluation à la fin de cette formation qui donc se faisait de manière individuelle devant un groupe d'environ 25 personnes. Et là, honnêtement, je me suis accrochée à ma chaise et je me suis dit qu'est-ce que je fais? Je pars tout de suite ou j'affronte, je reste, je le travaille et puis je le dépasse. Donc comme j'ai plutôt un tempérament en bonne bélier que je suis à foncer, je suis restée. C'est vrai que pendant plusieurs semaines de formation, j'ai régulièrement remis sur le tapis ce sujet de la confiance, ou de la non-confiance en moi à l'époque. Un jour, lors d'une séance, est remonté un trauma finalement que j'avais vécu lorsque j'étais en classe de CP-CE1, donc sur un double niveau, donc déjà pas quelque chose d'hyper confortable, où j'avais une instite qui, j'espère pour elle depuis, a appris à mieux gérer ses émotions, qui m'a interrogée sur une multiplication. Alors il faut savoir que pour moi, les maths sont une langue extraterrestre que je ne maîtrise absolument pas. Et donc elle m'a posé une question sur une multiplication. J'ai été évidemment incapable de lui répondre puisque pour moi ça ne me parlait absolument pas. Et j'ai sans doute tenté de donner des réponses qui étaient tout aussi fausses les unes que les autres. Et puis cette instite s'est un peu acharnée en me disant mais t'es vraiment nulle, on n'arrivera à rien avec toi. Alors que par ailleurs j'excellais dans d'autres matières mais elle avait un petit peu occulter cet aspect-là. À un moment donné, elle a complètement pété les plombs et elle a saisi ces petites ardoises individuelles que l'on avait à l'époque en classe. Elle me l'a jeté dessus, j'ai réussi à l'esquiver et en fait c'est mon camarade de classe qui l'a reçu dans l'arcade et qui a été blessé. Donc vous imaginez bien qu'à ce moment-là, j'étais pas vraiment dans une zone de confort, non seulement parce que j'avais peur, parce que ce qui se passait c'était aussi en train de générer chez moi un sentiment d'injustice, de pourquoi cette instite finalement elle s'acharne sur moi à ce moment-là.
Et puis ça générait tout un ensemble d'émotions évidemment, mais aussi de manifestations dans le corps. Parce que je sentais tous les regards de mes camarades de classe sur moi, donc on devait être j'imagine une vingtaine, donc c'est pas rien. Et donc finalement ce qui s'est passé, ça je l'ai compris plus tard, c'est que une partie de moi à l'intérieur est venue cristalliser cet événement et a créé une croyance, donc ce qu'on appelle des croyances limitantes, c'est-à-dire que c'est créé en moi l'idée que lorsque je prenais la parole en public et que je donnais une mauvaise réponse, que je disais une bêtise, en fait ça allait déclencher les foudres de l'enfer. Donc du coup, pendant toute ma scolarité, les années qui ont suivi, je n'ai pas réussi, même quand je connaissais, j'étais persuadée d'avoir la bonne réponse, je ne m'autorisais pas à lever la main, à pouvoir participer en classe, donc j'étais souvent au fond, alors que j'ai été en plus plutôt bonne élève, mais souvent au fond de la classe pour me faire oublier, et dès qu'un prof m'interrogeait, c'était panique à bord, mais qu'est-ce qu'il me veut celui-là, et pourquoi il me regarde, et puis j'ai pas compris la question, etc., etc. Donc ça a été quand même un petit peu compliqué à ce niveau-là, alors que par ailleurs, dans d'autres contextes avec mes amis, j'étais plutôt quelqu'un d'extraverti et je n'avais pas de difficulté particulière à prendre ma place et à m'exprimer. Par le biais de l'hypnose, je travaille cette problématique-là, par le biais de la PNL, du coaching également, et puis au fur et à mesure, je sentais qu'en effet, il y avait des choses qui se débloquaient. Tout ça m'a conduit à ce fameux jour de l'évaluation, donc de ma formation, pour la certification en hypnose, où je me suis retrouvée donc devant mes 2 formateurs, plus une vingtaine de personnes qui étaient là en formation avec moi. Je crois que ça reste un des plus beaux moments de ma vie, dans le sens où j'étais hyper à l'aise avec juste ce qu'il fallait de stress, mais finalement pour me donner l'adrénaline aussi nécessaire à ce moment-là. Je me suis régalée. C'est comme si j'avais réussi à installer entre le public, entre guillemets, et moi, une espèce de voile noir où en fait les autres n'existaient pas. Et c'est vraiment un moment qui reste assez intense pour moi quand j'y repense, parce que je n'aurais jamais pensé être capable finalement de pouvoir mener mon exercice d'évaluation de cette manière-là avec autant de confiance en moi. Et puis ensuite, ça a été d'autres épreuves, parce que lorsque je me suis installée comme thérapeute, il était important finalement que je me fasse connaître. Donc à un moment donné, je me suis lancé le défi d'animer une conférence. J'ai su retrouver un petit peu des automatismes finalement que j'avais mis en place, des sortes de mantras, des phrases positives que je me répétais avant. Donc ça a été une étape supplémentaire, cette conférence devant, je sais plus, une quinzaine de personnes. Et puis au fur et à mesure, c'est monté crescendo, puisque j'ai créé un stage d'auto-hypnose. Je me suis retrouvée, en plus à l'époque j'avais peut-être 26 ans, 27 ans, devant des personnes qui parfois en avaient 60 ou plus. Et il y avait encore une partie de moi qui se disait mais qu'est-ce que je vais pouvoir leur apporter, et moi la petite jeunette, voilà, comment je vais pouvoir me positionner en fait face à ces personnes qui ont plus d'expérience de vie que moi. Et finalement les choses se passaient de manière assez fluide, j'avais des retours positifs, beaucoup sur mon positionnement justement, et sur le fait que j'incarnais vraiment le fait d'être plutôt posée et d'avoir justement cette fameuse confiance en moi. L'étape d'après, ça a été lors d'une de mes activités que j'ai exercée pendant quelques mois, où on m'a demandé de faire une intervention devant à peu près 150 personnes. Donc là, c'était, on passait quand même encore à un autre niveau. J'ai su mettre en application des clés que je vais vous donner dans la suite de cette vidéo pour transcender, j'allais dire, finalement, ce stress et cette croyance que je n'avais pas confiance en moi, et l'intervention s'est bien passée. Là encore, j'ai eu vraiment des retours positifs. Donc je suis une des preuves vivantes qu'il est possible de dépasser un gros manque de confiance en soi et de pouvoir transformer ça en quelque chose de vraiment chouette. Elle s'est installée dans mon quotidien, c'est vrai. Pour autant, la confiance en soi, en fait, c'est pas une boîte d'artichauts, quoi, qu'on va acheter au supermarché, qu'on va venir poser sur son étagère et qu'on va pouvoir garder pendant un temps. Par là, j'entends que c'est quelque chose qui, pour moi, se travaille et s'alimente, s'entretient au quotidien. C'est un petit peu comme dans une relation. Si dans un couple vous donnez tout dès le départ, mais qu'au bout de 6 mois il se passe plus rien, il n'y a plus aucune attention, plus aucun geste de tendresse, plus aucune écoute, certainement le couple ne va pas peut-être durer dans le temps. La confiance en soi, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que c'est possible qu'elle s'installe de manière beaucoup plus affirmée, de construire des bases solides.
de prendre conscience de sa valeur, mais pour autant, c'est vraiment quelque chose qu'on va devoir alimenter, entretenir au quotidien. Ouais, moi, il y a encore des exercices que je dois mettre en place quotidiennement parce que il peut m'arriver certains matins de me réveiller, j'ai mal dormi, je suis de mauvaise humeur, je me supporte pas dans la glace, j'ai une sale tête, et puis j'ai un bouton là, et puis j'ai ci, et puis j'ai ça. Il suffit de pas grand-chose pour venir à nouveau casser cet équilibre. Mais il suffit aussi à l'inverse de pas grand chose pour venir retrouver cet équilibre à partir du moment où c'est toujours pareil, on s'en donne les moyens. Alors pour moi, il y a une grosse différence. L'estime de soi, c'est le package. Et à l'intérieur de ce package, il y a entre autres la confiance en soi. Pour moi, l'estime de soi, c'est quelque chose qui va davantage se passer à l'intérieur. C'est quelque chose qui est davantage intériorisé, c'est plus un état d'être, un ressenti. Pour moi, l'estime de moi, c'est le fait de s'accorder de la valeur, de reconnaître la valeur que l'on a par rapport à des choses que l'on sait faire, par rapport à des choses que l'on est, tout simplement. Ça va passer par poser ses limites. Quelque part, c'est comme si on délimitait autour de soi un territoire en disant non mais là en fait c'est ma zone, et ça peut passer par des limites physiques mais des limites aussi verbales, psychologiques. Il nous est tous arrivé au moins une fois de sentir qu'une personne était trop proche de nous. Hein, des fois, on peut même observer deux personnes en train de parler, il y en a une des deux qui recule, et puis l'autre qui s'avance. Parce que certaines personnes ne vont pas forcément sentir et respecter qu'autour de nous, on a tous un périmètre de sécurité en quelque sorte, qui est notre zone, notre périmètre. Certaines personnes vont avoir tendance à franchir ces limites-là. Ça peut aussi se faire au niveau verbal, ça peut se faire à des tas de niveaux finalement. Donc, se respecter, poser sa zone, délimiter, enfin poser ses propres limites, s'aimer davantage, avoir confiance en soi. Pour moi, tout ça finalement, ça englobe l'estime de soi. Dans l'estime de soi, on va davantage être, comme je le disais, dans un ressenti de la valeur que l'on peut avoir et de la valeur qu'on a envie aussi de s'accorder, alors que dans la confiance en soi, on est davantage dans quelque chose que l'on va montrer à l'extérieur. En tout cas, c'est ma définition. Ça n'est pas la définition, mais c'est la mienne au travers de mon expérience. C'est comme ça que je vis les choses aujourd'hui. La confiance en soi, c'est davantage l'attitude, la posture, la façon de s'exprimer qui du coup va forcément être en interaction avec une personne ou une situation extérieure. Voilà, moi c'est vraiment en fait la différence que je fais à ces deux niveaux-là. Des clés et des pistes de réflexion, il y en a énormément. Il serait impossible de toutes les lister. Après, c'est à chacun aussi d'aller là où ça lui parle finalement. Moi, si je pouvais donner quelques clés quand même aujourd'hui, c'est la première chose en fait pour moi, c'est de commencer par définir ce que c'est pour soi, la confiance en soi. J'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir, des personnes que j'accompagne et qui me disent, quand je leur demande pourquoi vous êtes là, qu'est-ce que vous voulez, moi je veux être heureux ou je veux accéder au bonheur. Super. Est-ce que vous avez défini ce que c'était pour vous? Et la plupart des personnes, si je devais faire une moyenne, je dirais à peu près 9 sur 10, me répondent non, en fait je sais pas. Comment est-ce qu'on peut trouver quelque chose que l'on n'a pas vraiment défini? C'est comme si vous partiez au supermarché en disant je dois faire des courses, mais en fait je cherche rien de particulier, je sais pas ce que je cherche parce que je sais pas ce que je vais préparer et ce que j'ai envie de manger. Vous allez ressortir du magasin les mains vides. Donc à un moment donné, c'est important de commencer par définir. Qu'est-ce que c'est que la confiance en soi pour soi? Concrètement, comment je le saurai le jour où j'aurai confiance en moi? C'est-à-dire qu'est-ce que finalement je ferai que je ne faisais pas avant? Par exemple, le jour où j'aurai confiance en moi, alors pour des personnes qui sont particulièrement timides par exemple, ça peut être j'oserais aller demander une carafe d'eau au serveur sans être complètement pétrifiée ou tétanisée. Pour d'autres, ça va être le jour où j'aurai confiance en moi, j'oserais aller déclarer ma flamme à la personne que j'aime. Ou encore, je serai en capacité d'animer une réunion devant une dizaine de mes collègues. Voilà, donc c'est vraiment en fait d'aller chercher des choses très concrètes que vous allez pouvoir au quotidien vérifier. Quand on part sur des objectifs qui sont trop abstraits, comme voilà, je veux être heureux, ok super, moi aussi. Mais sauf que votre définition d'être heureux ne va pas être la même que la mienne. Donc c'est important vraiment de commencer par définir, de prendre une feuille, un stylo et de se dire ok, comment je serai moi quand j'aurai confiance en moi? Qu'est-ce qui changera dans ma posture, dans mon sourire, dans ma façon d'être, d'aller vers les autres? Qu'est-ce que je m'autoriserai à faire que je ne m'autorisais pas jusqu'ici? Et puis voilà, comment je le saurai concrètement? Et c'est vraiment de prendre le temps de lister tout ça.
Ça, c'est vraiment la première piste et pour moi, c'est la base et c'est indispensable de commencer par ça. Ensuite, il y a aussi le fait d'arrêter de se le répéter sans cesse. Moi, je faisais partie de ces personnes qui, quotidiennement, que ce soit devant le miroir où je me trouvais tous les défauts du monde, ou que ce soit même dans des actions de la vie quotidienne, je me disais, j'ai pas confiance en moi. Mais en fait, je me le répétais tellement et je le répétais tellement aux autres que j'ai fini par le croire. C'est-à-dire, je me suis raconté une histoire que j'avais pas confiance en moi. Déjà, commencer par transformer ses pensées. Transformer, on sait que la parole est créatrice. Quand on dit quelque chose, c'est comme si quelque part on l'écrivait dans l'univers. Donc, commencer par se reprendre et quelque part s'auto-recadrer dans ces moments-là en se disant j'ai pas confiance. Non, non, non. C'est juste que là, dans ce domaine-là, j'ai pas les compétences pour l'instant. Ça veut pas dire que je les aurai pas un jour. Quand on a commencé à conduire, personne ne sait conduire dès la première heure. Ou alors je veux bien qu'on me présente cette personne particulièrement douée. Mais il faut bien apprendre à passer les vitesses, à tourner le volant, à embrayer, à débrayer, etc. Au début, ça nous demande énormément de concentration. On ne se fait pas forcément confiance. Et puis à un moment donné, l'automatisme s'installe. Et au bout de quelques temps, on n'a plus besoin de se dire là, il va falloir que je rétrograde, là, il faut que j'accélère, là, il faut que je lève le pied, etc. C'est devenu quelque chose de naturel. De la même manière qu'on a appris à conduire ou que on a appris notre métier, on a forcément fait des erreurs au début. C'est normal, ça fait partie de l'apprentissage. Et c'est nos erreurs qui nous ont d'ailleurs aidés à justement ne pas les reproduire. C'est parce qu'on fait des erreurs que souvent quand même on en tire des leçons et qu'on ne va pas la reproduire. Donc c'est exactement la même chose au niveau de la confiance en soi. Arrêter de se répéter quotidiennement et de dire aux autres ah non mais moi je suis pas capable, j'oserai jamais, j'ai pas confiance en moi. C'est déjà une première étape, enfin une deuxième étape qui est essentielle. Ensuite, il va y avoir aussi une clé qui peut être super intéressante, c'est que quand on est dans un contexte qui va générer des émotions inconfortables, je vais reprendre l'exemple de la conférence que j'ai faite, le fait de désamorcer par rapport à l'état émotionnel que l'on peut ressentir va vraiment aider à apaiser. Au moment où je suis montée sur la petite estrade, donc face à la quinzaine de personnes qui étaient là pour venir m'écouter, j'étais stressée. Donc je me répétais, je suis sereine, je suis sereine, je suis sereine, donc je me racontais quand même une histoire plus sympa que je suis stressée, je vais pas y arriver, je vais bafouiller, je vais rougir, etc. Et en fait, dès les premières minutes, comme j'avais pas envie finalement que les gens se concentrent sur le fait que j'étais stressée et que peut-être ça se voyait, ben en fait je l'ai mis en avant. Je l'ai pris sur le ton de l'humour, de l'autodérision, en disant bon, et ben voilà, c'est ma première conférence, je suis là face à vous et je suis super stressée. Mais le simple fait d'être en train de vous le dire, je suis déjà en train de faire ma thérapie, donc ça va déjà mieux. Et tout simplement, en fait, les gens ont souri dans la salle et moi j'ai pu continuer ma conférence et dérouler le programme que j'avais prévu. Et les personnes, plutôt que de focaliser sur le fait que oh, t'as vu, elle a les mains qui tremblent quand elle tient sa feuille, ou t'as vu, elle a rougi, en fait, tout simplement, j'avais désamorcé puisque je leur avais dit que j'étais stressée et ça se justifiait puisque c'était ma première conférence. Donc hop, je vais aussi chercher les gens dans leur capacité d'empathie. Parce que peut-être ils se sont dit ah bah oui, si j'étais à sa place je le serais aussi un peu, c'est normal. Ça a fini de désamorcer le truc et au bout de quelques minutes j'étais parfaitement à l'aise et j'ai vraiment eu des retours positifs à la fin. Je crois que c'est Gad Elmaleh qui dans une de ses vidéos dit quand un comique sur scène va bafouiller, le public peut rester bloqué pendant plusieurs minutes sur le fait qu'il est bafouillé et donc du coup ne plus être à l'écoute du sketch suivant. Alors que si tout de suite le comique va venir reprendre le moment et le tourner à l'autodérision, se foutre de sa propre gueule, parce que c'est vraiment ça en fait, il faut pas être toujours sérieux, il faut aussi apprendre à rire de soi. Bah finalement, le public va rire et va être à nouveau attentif au sketch suivant. Donc, dans un entretien d'embauche ou dans n'importe quel autre contexte, je pense que tout employeur est en capacité d'entendre, par exemple à la question, bah voilà, parlez-nous de vous, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, de ce que vous faites dans la vie, etc. Rien n'empêche de dire, ben voilà, en dehors des moments où je suis en train de passer un entretien d'embauche et où je suis stressée, où je me mets à rougir et où peut-être mes mains tremblent, ben dans la vie j'ai telle compétence, telle qualité et voilà ce que je peux apporter à votre entreprise. Certainement l'employeur va apprécier d'une part cette capacité d'autodérision, puis quelque part cette sincérité, cette honnêteté aussi, et en même temps il va être aussi beaucoup plus attentif à ce que vous pouvez lui apporter aussi au sein de son entreprise.
Donc ça, c'est aussi une clé que je vous invite et que je vous encourage à utiliser dans plein de situations au quotidien qui peuvent vraiment permettre d'apaiser. Après, il y a évidemment toutes les techniques de changement, hein, les techniques d'hypnose, de coaching, de programmation neurolinguistique. Je peux même pas toutes les citer, je cite celles que je connais et celles que j'ai pu pratiquer sur moi-même ou pratiquer sur les autres, mais il existe une multitude d'outils et c'est justement ce qui fait aussi toute la richesse de ce milieu du développement personnel, c'est que tout le monde peut s'y retrouver. Il y a un thérapeute pour tout le monde. Donc n'hésitez pas non plus à aller vers ce type de techniques qui peuvent vraiment être des techniques de changement rapide. Dans le cadre du coaching ou de l'hypnose, on est sur des choses assez concrètes, en tout cas pour le coaching, mais pour l'hypnose aussi d'une certaine manière. Et parfois, en quelques séances simplement, le problème peut être résolu et vous pouvez mettre en place et créer votre solution. Ensuite, une autre piste aussi que je vous invite à aller explorer, c'est de prendre le temps de lister vos qualités, vos ressources et vos compétences. Ça a l'air de rien comme ça, mais c'est pas si simple que ça à mettre en place. Le fait de prendre une fois de plus une feuille et un stylo et de vraiment se poser, alors on peut le faire d'une traite, mais on peut aussi se dire que tous les jours on va faire l'effort de se trouver 3 nouvelles compétences, ressources, qualités. À un moment donné, si vous êtes honnête avec vous-même, vous serez obligé de reconnaître que oui, toute cette liste c'est vous et que en fait vous avez de la valeur parce que vous êtes cette personne que vous avez décrite sur la feuille. Des qualités, on en a tous. Pensez au retour que peuvent vous faire vos proches ou demandez-leur quelles sont mes qualités, qu'est-ce que tu aimes chez moi. Des ressources, c'est souvent dans les moments les plus difficiles de notre vie qu'on va pouvoir aller les chercher. Donc reconnectez-vous aux moments les plus désagréables et les plus inconfortables, non pas pour revivre l'émotion du moment, mais pour vous dire ok, depuis qu'il m'est arrivé ça, qu'est-ce que ça m'a permis de développer, qu'est-ce que j'ai appris. On est parfois étonné de voir tout ce qui a pu se développer. Par exemple, quand mon mari m'a quittée pour partir avec une autre, en fait je me suis aperçue que j'étais capable de vivre seule, alors que je m'en croyais incapable. Je me suis aperçue que ça m'a permis de me rendre plus forte, que j'ai appris à développer une capacité de résilience, c'est-à-dire la capacité à accepter les événements extérieurs qui peuvent survenir et finalement à en faire une force, à les surmonter. J'ai appris à poser du parquet parce que dans l'appartement où j'ai emménagé après notre séparation, il a fallu poser du parquet et j'ai dû me débrouiller toute seule. Compétence que vous avez développée parce que votre mari est parti avec une autre. Jouez vraiment le jeu de vous reconnecter à ces moments, d'aller chercher les ressources que vous avez su développer, qui sont là, qui sont en vous. Idem pour les compétences. Lors de mon dernier déménagement, tous mes amis m'ont abandonnée ou personne n'était disponible à ce moment-là et je sais pas pourquoi c'est des exemples de travaux qui me viennent, mais j'ai appris à faire de la peinture. Voilà, compétence. Moi, je sais que je peux avoir la compétence d'écouter quelqu'un, de l'accompagner dans son émotion, mais je suis incapable de poser du parquet et je suis incapable de faire un bœuf bourguignon comme la voisine va être capable de le faire parce que moi, je vais le faire cramer. Soyez vraiment honnête avec vous-même et allez chercher ça. Et reconnaissez ensuite la valeur que vous avez. Reconnaissez que tout ce que vous aurez noté sur ces feuilles, parce qu'il y en aura certainement plusieurs, c'est vous. Donc vous avez de la valeur. Et enfin, la dernière piste que j'avais envie de partager avec vous, c'est aussi de se raconter une autre histoire. J'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. C'est vraiment finalement de venir changer les croyances limitantes que l'on a sur soi. Croyances limitantes, c'est toutes ces phrases qui commencent par « je peux pas »,« j'ai pas le droit »,« je suis pas capable »,« j'y arriverai jamais » et blablabla et blablabla. Notre mental, il est super utile. Et il faut vraiment le remercier pour toutes les choses qu'il nous permet au quotidien. C'est quand même celui qui nous permet d'analyser, de comprendre les choses, de pouvoir tout simplement s'exprimer. Donc il est indispensable. Mais il est aussi, parce que c'est son rôle, là pour nous jouer des tours. Il y a un peu aussi une partie auto-saboteur là-dedans. Par rapport à ce mental qui parfois revient à la charge, imposez-lui une autre histoire de vous-même. On peut choisir à un moment donné de raconter une histoire de soi, de sa vie, en fonction uniquement des mauvais moments et de ce qu'on a vécu de plus dramatique. Mais dans ce cas-là, quelque part, on reste aussi un peu dans la victimisation. On choisit de j'ai subi ça, ça a été dur, etc. Oui, on a vécu des choses dures. Mais justement, on peut aussi choisir de se raconter une autre histoire en se disant voilà, quand mon mari m'a quittée pour partir avec une autre, ça a été dur. Ah, j'en ai bavé. Mais à côté de ça, voilà tout ce que j'ai appris. Et le fait de se raconter cette histoire et de la raconter aussi aux personnes de notre entourage, aux personnes que l'on rencontre, automatiquement, en fait, la vision de nous-mêmes va être transformée. C'est automatique. Parce qu'on va la raconter une fois, 2 fois, 3 fois et qu'à un moment donné, elle va devenir notre histoire.
et on a toujours le choix sur la manière dont on va raconter notre histoire. Je ferai une autre vidéo dans laquelle je vous proposerai une technique qu'on appelle le cercle d'excellence, qui est une technique de PNL, donc programmation neurolinguistique, qu'on utilise beaucoup en séance justement pour aller chercher les ressources et travailler sur la confiance en soi. Je ferai une vidéo vraiment spécifique par rapport à cette technique. Ça, c'est une question qui me fait sourire et qui évoque pas mal de choses, qui résonnent pas mal en moi en fait en ce moment. C'est ce que j'ai appelé un peu l'envers du décor de la confiance en soi. La confiance en soi, avoir confiance en soi, pour moi, c'est quelque chose de profondément positif, et avoir de l'estime pour soi encore plus. J'ai pu observer que lorsque nos proches nous ont connus comme quelqu'un qui n'avait pas confiance en elle, en lui, quand il y a une évolution, quand il y a une transformation, quand il y a un changement, ça vient poser problème. Juste pour resituer un peu le contexte, moi j'ai longtemps fait partie de ces personnes qui croyaient que avoir confiance en soi c'était égal à être prétentieux. Et j'avais souvent tendance, en fait, je me rappelle au lycée par exemple, à observer certaines personnes où je me disais « Waouh, il ou elle a vachement confiance en lui, en elle ». En fait, j'avais tout faux. Parce qu'aujourd'hui, quand j'y repense, je me dis « Mais en fait, c'était surjoué, c'était théâtralisé ». C'était cette façon de prendre leur place en parlant très fort, en se faisant remarquer, etc. Très souvent, ce sont justement les personnes qui ont le moins confiance en elles et qui sont très dévalorisées qui vont surjouer quelque chose pour donner l'illusion d'eux, ou se donner l'illusion d'eux. Donc déjà, il m'a fallu en fait déconstruire cette croyance que si on prend confiance en soi, c'est automatiquement qu'on va se la péter et qu'on va devenir prétentieux. J'ai mis du temps à sortir de cette croyance. Et puis, quand j'ai commencé à faire en fait des vidéos, alors un petit peu comme ça à l'arrache, quand ça me prenait, quand l'envie était là lors de mon voyage en Asie, et que je les ai publiées sur les réseaux sociaux, j'ai eu honnêtement 9 personnes sur 10 des retours très très positifs, et vraiment je remercie encore ces personnes parce qu'elles m'ont aidée et encouragée à faire d'autres vidéos et à être en train de faire celle-là en ce moment, donc un grand merci à celle-là. Et puis la personne sur 10 qui restait, ça a été des retours un peu moins sympathiques et un peu moins positifs. J'ai pu entendre à mon retour en France, alors c'était souvent dit avec humour, vous savez, un peu comme on va taquiner quelqu'un pendant une soirée, on lui balance des petits pics, ouais ça y est, t'as pris la grosse tête, t'as changé, t'es devenue une donneuse de leçons, ça aussi je l'ai entendu. Bon, à ces personnes-là, ce que je leur ai renvoyé pour certaines et ce que du coup je leur renvoie pour d'autres, pour celles avec qui j'ai pas eu l'occasion de le faire. Si vous me croisez demain, mon attitude sera exactement la même. C'est-à-dire que Gaëlle reste Gaëlle, avec les valeurs qui sont les miennes, avec mon caractère, avec ma tendance à aimer les gens et à vouloir prendre tout le monde dans les bras. Et donc, je suis restée Gaëlle. J'ai simplement gagné en effet en amour de moi-même, en respect de moi-même. Et je crois tout simplement qu'on est toujours l'effet miroir de quelqu'un. Et que dans la relation à l'autre, finalement, on va toujours avoir tendance à voir chez l'autre, souvent ce qui nous irrite chez l'autre en fait, est ce qui n'est pas réglé en nous, ce qui va venir toucher des choses ou des blessures en nous. Finalement, avec un peu de recul, je me dis que ces personnes qui ont pu me faire ce genre de retour, même sur le ton de l'humour, je crois qu'il y avait quand même un fond de vérité dans leurs croyances et dans leur perception à eux, interrogez-vous sur votre confiance en vous, sur votre capacité à oser être vous-même, sur le fait que j'ai confiance en moi aujourd'hui, une fois de plus, pas tout le temps, pas tous les jours, pas à chaque instant de la journée, mais de manière générale, à quoi ça vous renvoie, qu'est-ce que ça vient toucher chez vous. Je me suis aperçue en plus que parmi ces personnes qui pouvaient me faire ce genre de retour, certaines passaient beaucoup de temps sur YouTube à regarder des vidéos en développement personnel, dans la spiritualité. Et je me suis dit, mais pourquoi lorsqu'elles vont voir des vidéos d'autres personnes qui ne sont pas leur amie, leur fille, leur sœur, leur mère ou je ne sais quoi, pourquoi est-ce qu'elles vont pouvoir se dire de ces personnes « Waouh, je suis admirative !»« Ah ouais, j'ai vu là et j'ai découvert une nana sur YouTube qui fait des super vidéos, puis la nana elle est super centrée, elle a confiance en elle, elle est jeune, il faut que je te la montre. » Je me disais, mais en fait, moi quand je fais la même chose, on me dit que j'ai pris la grosse tête. Il y a comme un truc qui cloche. Et finalement, en fait, j'ai joué le jeu. Je me suis posée en me disant, ok, est-ce que vraiment j'ai pris la grosse tête? J'ai pris le temps de méditer là-dessus, de vraiment m'interroger. Et puis je sentais quoi qu'à l'intérieur, ça vibrait pas juste.
parce que je suis restée la même, parce que j'aime toujours autant les gens, parce que je précise toujours que ce que je dis n'est que ma vision des choses, ma perception, c'est ma réalité, je ne détiens aucune vérité. Il y a 7 milliards de vérités sur Terre, autant que d'êtres humains. Et finalement, j'en suis arrivée à cette conclusion. Quand on nous a connus un peu réservés, n'osant pas trop, à partir du moment où on commence à délimiter, à se respecter davantage et donc parfois à dire non. Non, bah non, là j'ai pas envie de venir parce que j'ai besoin de me reposer. Ou non, là je suis pas d'accord avec ce que tu me dis parce que tu viens heurter mes valeurs et que ça me convient pas tout simplement. Bah ça pose problème. Et donc on va avoir tendance ensuite à coller des étiquettes aux gens parce que l'être humain adore coller des étiquettes. Voilà, j'avais envie de partager ça avec vous parce que évidemment, honnêtement, je souhaite à chacun de pouvoir avoir un parcours alors qui sera le vôtre, qui sera peut-être semblable ou similaire au mien, mais en tout cas qui sera le vôtre, mais de pouvoir évoluer et transformer l'image de soi. Je pense que c'est juste important d'avoir ça à l'esprit et de se dire que oui, finalement quand on est bien, bah, ça peut créer des jalousies, ça peut créer des envieux, ça peut déranger certains de nos proches qui eux n'ont peut-être pas encore réussi à dépasser ça. Je pense que c'est important de le garder dans un coin de sa tête. Je vous souhaite le plus sincèrement du monde un très beau parcours dans le fait de gagner cette confiance en vous et cette estime de vous. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à poser vos questions, que ce soit en dessous de cette vidéo ou de manière individuelle également. Vous pourrez trouver tous les liens me concernant en dessous. Pensez également, si vous avez aimé cette vidéo, si ça vous a apporté des astuces, des pistes de réflexion, à liker, à la partager, à en parler autour de vous. Abonnez-vous à la chaîne si vous souhaitez recevoir tout simplement les notifs des vidéos à venir. J'aurai prochainement le plaisir de vous retrouver pour d'autres sujets. À très bientôt!